Alors, messieurs, dames, bonsoir, bienvenue à toutes et tous dans cette session de révision à l'assertif AZ104. Le but de cette session, c'est de vous donner toutes les clés pour que vous puissiez appréhender le contenu de la certification et que vous puissiez être préparé du mieux possible au passage de celle-ci. Donc, dans un premier temps, comme je le disais, il faut que vous posiez des questions dans le chat. Vous n'avez pas la possibilité d'interagir avec moi oralement. Donc si vous avez des sujets à traiter, si vous avez des questions avec ce qu'on va voir ensemble pendant cette heure et demie, il ne faut pas hésiter à les poser dans le chat. Donc j'ai prévu aujourd'hui d'aborder les sujets liés aux identités Azure et aux réseaux virtuels. Parce qu'on va voir que par exemple, 30% des questions que vous aurez à l'assertif concernent les aspects réseau. Donc on va retourner dans une logique de qu'est-ce qu'un réseau virtuel, qu'est-ce qu'un subnet, qu'est-ce que le peering, qu'est-ce que l'UDR, qu'est-ce que les systèmes routes, qu'est-ce qu'un NSG, qu'est-ce qu'une NIC, etc. Donc dans un premier temps, on va parler identité, tenant, Azure Active Directory. Dans un second temps ce soir, on va parler réseau virtuel. Donc encore une fois, c'est du live, donc je vais faire de mon mieux. Et puis à l'issue de cette session, vous pourrez donner votre feedback via un formulaire anonyme que j'ai préparé. Donc je vous enverrai le lien dans 1h30 a priori. Et comme ça vous permettra aussi de donner votre feedback et moi de m'améliorer par rapport à votre feedback. Donc, première chose, normalement, vous allez voir toutes et tous mon écran avec le portail Azure dessus. Donc on va commencer très rapidement cette session par regarder un peu les différentes certifs qui sont proposés par Microsoft. Certifs liés à Azure. Donc vous le savez, Microsoft propose des certifs pour Office 365, pour Microsoft 365, pour Dynamics et maintenant pour Power Platform. Nous, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est les certifs pour Azure, donc la première colonne de ce tableau. Donc justement, pour accéder à ce tableau, je mets le lien dans le chat, voilà, ce qui vous permettra d'avoir accès au poster de toutes les certifications Microsoft. Ici, on voit qu'il a été mis à jour en juillet 2022, donc globalement, il est récent. Donc, ce qui est intéressant de voir dans ce, justement, poster de toutes les certifs Microsoft, c'est que dans un premier temps, on vous propose, quand vous commencez votre parcours de développement dans le cloud public Azure, de passer une certification qu'on appelle fondamentale. Donc, les certifs fondamentales, c'est associé au numéro 900. Donc vous allez entendre parler d'AZ900, qui est la plus connue, qui permet d'avoir les fondamentaux sur Azure. Mais si vous vous intéressez à tout ce qui est intelligence artificielle dans Azure, vous avez la I900. Et si vous vous intéressez à la data dans Azure, vous allez pouvoir partir sur la data fondamentale, qui correspond à la DP900. Donc une fois qu'on est rentré dans ce parcours de formation, certification avec les bases, donc la Z900 dans notre cas, on va pouvoir partir sur des formations sur des spécialités dans Azure. Donc c'est ce qu'on appelle les speciality. Donc les formations certification speciality vont concerner un produit Microsoft associé à par exemple l'IoT ou au produit SAP ou au VDI, donc à tout ce qui est desktop dans Azure, desktop virtualisé. Donc vous le voyez là, on est sur des workloads bien spécifiques avec je veux faire de la VDI dans Azure, au travers de Azure Virtual Desktop. Je veux faire du SAP dans Azure. Donc là, dans ces cas-là, ça va être la Z120. Donc ces certifs, elles sont vraiment dédiées à de la spécialité, sur un produit spécial dans Microsoft Azure. Et puis après, on va rentrer dans ce qui nous intéresse, nous, un peu plus. C'est tout ce qui concerne ce qu'on appelle les certifs role-based. Donc les certifs role-based, ce sont plutôt des certifs qui sont liés à des domaines de spécialité dans votre job au quotidien. Par exemple, je vais avoir des personnes qui vont être sur de la sécurité dans Azure. Et donc concrètement, la sécurité dans Azure, c'est quoi? Ça va être tout ce qui concerne la Z500. Ça va concerner la sécurité dans Azure. Et puis, je vais avoir des personnes qui, au quotidien, travaillent sur du réseau. Et eux, ils vont travailler sur la Z700. C'est ce qui va les intéresser. Et puis, je vais avoir des architectes. Les architectes, eux, ce qu'ils aiment, c'est tout ce qui concerne la 305, qui est la formation et la certification associée qui vous donne le niveau d'architecte dans Azure. Et ce qui va nous intéresser, nous, aujourd'hui, vous l'avez compris, c'est bien entendu la Z104. Donc la Z104, moi, ce que je dis souvent, c'est que c'est la porte d'entrée au certif role-based. Alors pourquoi je dis ça? Parce que dans la Z104,
vous allez avoir tous les pans d'un système d'information hébergé dans le cloud qui vont être abordés. Par exemple, on va avoir un module qui va parler du stockage, un module qui va parler du réseau, un module qui va parler des identités, un module qui va parler de la VM, un autre module qui va parler des services PaaS. Donc en fait, la Z104, c'est la porte d'entrée aux autres formations role-based. Et alors pourquoi je vous dis ça? Parce que concrètement, si on prend la Z104, ici, il va falloir avoir la Z104 et avoir la Z305 pour avoir les 3 étoiles qui vous sont proposées par Microsoft. Si vous n'avez que la Z104, vous allez avoir les 2 étoiles. Alors moi j'appelle ça les 2 étoiles du général. Donc la Z104, qui est celle qui nous concerne ce soir, l'Azure Administrator Associate, elle vous permet d'avoir 2 étoiles. Si vous cumulez la Z104 à la Z305, vous allez avoir 3 étoiles. Donc le plus haut niveau de certification, qui est le niveau de certification expert. Nous, on rentre dans un niveau de certification qu'on appelle associé, avec la Z104, où on va avoir 2 étoiles associées. Et si vous passez uniquement la Z900, par exemple, donc les fondamentaux dans Azure, vous aurez le droit à 1 étoile. Moralité, par rapport à ce que je vous disais, la Z104, pour moi, c'est l'introduction aux autres formations Microsoft. De mon point de vue, si vous passez la Z104, vous aurez déjà toutes les bonnes bases pour attaquer la 305, pour attaquer tout ce qui concerne le développement comme la Z400. Donc DevOps, vous voyez ici, pour attaquer tout ce qui concerne la data, tout ce qui concerne la sécurité, le réseau. Donc c'est une bonne introduction, la Z104, aux autres certifications Microsoft. Donc ça, c'est un premier point à prendre en compte. Ce qui va vous permettre de réviser la Z104, en fait, il y a plusieurs ressources que j'ai mis à disposition là, qu'on va voir ensemble au fur et à mesure. Donc la première ressource, la plus importante, je dirais que c'est Microsoft Learn. Microsoft Learn vous permet globalement de bien réviser de manière autonome tous les domaines qui vont être abordés pendant la certification. Donc je vous envoie le lien dans le chat. Donc Microsoft Learn, c'est la référence. Si vous n'avez pas la possibilité de suivre une formation à Z104 avec un instructeur Microsoft ou un Learning Partner, je dirais que concrètement, Microsoft Learn va vous permettre à votre rythme de vous auto-former sur la Z104. Donc vous allez avoir différents modules qui vont être couverts, vous voyez, et vous allez avoir pour chacun des modules un nombre de points à la fin de chaque module qui va vous être attribué. Ce qui vous permettra aussi de voir votre progression dans le temps pour être prêt à passer l'assertif. Mais pour être transparent avec vous, si vous passez l'assertif juste après avoir suivi le cursus de formation Microsoft Learn, ça va être compliqué. Il va falloir travailler, il y a un gros travail personnel à faire avant de passer l'assertif. Et là, je pense que concrètement, Bruce, il ne me dira pas le contraire. Pour passer l'assertif Microsoft, il ne suffit pas d'avoir du Microsoft Learn. Il faut travailler, il faut bûcher en parallèle de votre activité. Donc que ça soit le soir, que ça soit sur du temps d'entreprise, en tout cas, il va falloir travailler. Et donc une des premières ressources pour bien commencer, c'est bien entendu suivre Microsoft Learn de manière autonome et ce de manière totalement gratuite. Deuxième possibilité, vous vous en doutez, il peut être intéressant de vous connecter et de vous abonner à ma chaîne YouTube. Je publie pas mal de vidéos avec des MVP type Thomas qui est ici, ou d'autres personnes de chez Microsoft ou en dehors de chez Microsoft. Et donc ça va vous permettre d'avoir déjà un bon vernis sur ce que peut faire Azure. Donc typiquement, il y a des vidéos qui sont dédiées à la préparation de la Z900. Et puis j'ai des vidéos où on va un peu plus loin dans Azure. Par exemple, on va parler du Bastion, on va parler de serverless. Le serverless, c'est un des sujets qui va être abordé dans la Z104. Donc vous voyez, vous avez des vidéos qui vont vous permettre déjà, de manière totalement autonome, de vous auto-former et de monter en compétence sur la Z104. Donc je vous envoie à toutes fins utiles le lien vers ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à aller voir les vidéos et n'hésitez pas bien entendu à vous abonner. Donc on l'a vu, première étape à Z104 dans Microsoft Learn, dans un parcours d'auto-formation. Deuxième étape, on va rentrer sur la chaîne YouTube Phil IT, par exemple. Troisième étape, on va regarder le blog de Thomas Maurer. Alors Thomas Maurer, c'est un CSA chez Microsoft.
qui de mémoire travaille en Suisse et qui au travers de son blog a publié pas mal d'articles intéressants sur ce que vous pourrez voir et sur ce que vous devez réviser pour passer la certification. Donc moi je l'ai utilisé par le passé et je le conseille souvent à mes stagiaires, le blog de Thomas. Pourquoi ? Parce que pour chacun des domaines qui vont être couverts par cette certification, vous allez avoir un lien vers des articles qui vont vous permettre de réviser dans de bonnes conditions la Z104. Donc je dirais que c'est déjà quelque chose qui va vous permettre d'avancer et d'aller encore plus loin dans vos sessions de révision, puisque vous allez avoir un parcours qui est fléché avec différents liens qui vont vous permettre d'accéder aux ressources nécessaires pour passer assertif dans de bonnes conditions. Et justement, cette certif, pour la passer dans de bonnes conditions, il faut déjà savoir sur quel type de questions, quels sont les domaines qui vont tomber à l'assertif. Et ces domaines, ils sont séparés en plusieurs niveaux, en plusieurs sujets. Donc le premier niveau, c'est ce qui va concerner tout ce qui est identité. Donc là, on va retrouver les concepts de utilisateur, de groupe, d'Azure AD Connect, de tenant, de Azure AD Join. Bref, ce qu'on va voir ensemble ce soir. Et puis, dans un deuxième temps, on va avoir tout ce qui concerne les comptes de stockage. Donc la gestion de vos données en tant que client. Donc comment accéder à un compte de stockage au travers d'une SAT, d'une SAS, d'une Access Key. Et puis on verra aussi comment exporter dans Azure un grand nombre de données au travers du service Azure Import-Export, etc., etc. Et là, vous voyez que vous allez avoir à peu près 20% des questions qui vont tomber dessus à l'assertif. Troisième possibilité, dans termes de pourcentage de questions, c'est tout ce qui est lié au compute. Donc le compute dans Azure, ça va concerner tout ce qui est VM, mais aussi tout ce qui est service pass à base de conteneurs et tout ce qui est service pass à base de web app. Donc on va retrouver les VM, les web apps et la conteneurisation, et ça peut correspondre à jusqu'à 25% des questions que vous aurez à l'assertif. Autre domaine qui va être couvert lors du passage de l'assertif, en termes de questions, donc là on rentre sur jusqu'à 30% des questions, donc jusqu'à un tiers des questions vont concerner les réseaux. Donc là on va se retrouver à réfléchir à qu'est-ce qu'un réseau virtuel, un subnet, qu'est-ce que l'Azure Firewall, comment accéder à une VM via un Azure Bastion, quels sont les load balancers proposés par Microsoft qui travaillent sur la couche 7, par exemple l'application Gateway, qui est un reverse proxy couche 7, couche applicative du modèle OSI. Et enfin, le dernier pan de ce que vous devrez connaître pour passer l'assertif dans de bonnes conditions, la Z104, c'est tout ce qui concerne le backup de vos ressources, le monitoring de celle-ci, donc tout ce qui est supervision, et enfin le PRA interrégion, donc plan de reprise d'activité entre deux régions Azure. Ce sont au final les 5 domaines que vous allez devoir couvrir dans vos sessions de révision pour passer l'assertif dans de bonnes conditions. Et bien entendu, il faut connaître ces 5 domaines, forcément, mais il faut aussi travailler plus les domaines où il y aura le plus de questions et donc le plus de points à disposition. Par exemple, un domaine à couvrir et à travailler énormément, c'est tout ce qui concerne les réseaux virtuels, puisqu'un tiers des questions va concerner les réseaux virtuels. Mais vous le voyez, tout ce qui est compute aussi, donc tout ce qui est service pass ou VM, c'est jusqu'à 25% des questions. Voilà. Donc en ayant en tête les différents domaines à couvrir à l'assertif, puis en ayant en tête que vous avez des ressources à disposition, comme le blog de Thomas, ma chaîne YouTube, etc., ça vous permettra déjà de bien réviser. Et puis, comme je vous l'ai dit, moi, le but de cette session, c'est de voir avec vous les différents domaines sous forme de graphique que je vais couvrir pour vous préparer à l'assertif. Alors quand je dis sous forme de graphique, je ne vous dis pas tout, bien entendu, je vais vous faire des démos. Parce que si pendant encore 1h30, je vous fais des dessins et que je ne vous fais pas des démos, je pense que vous allez avoir du mal à suivre. Et puis même pour moi, je pense qu'il vaut mieux transmettre sous forme de démos et de graphiques plutôt que des slides, des slides, des slides, des slides. Donc on va essayer de mixer les 2 domaines d'apprentissage, que ça soit les dessins pour bien représenter les idées, et puis bien entendu les démos sur le portail Azure. Voilà ce qu'on va voir ensemble. Donc ce que je vous propose, vu qu'il n'y a pas de questions pour l'instant dans le chat, c'est de commencer directement par dessiner ensemble.
Donc là, normalement, vous voyez mon autre écran et vous voyez ma tablette. Et là, je vais commencer par parler des identités avec vous. Donc j'espère que mon écriture va vous permettre de bien appréhender tout ça. Donc les identités dans Azure, donc dans le cloud public, elles sont stockées dans un produit qu'on appelle l'Azure AD. Donc l'Azure AD, l'Azure Active Directory. Alors son petit nom, c'est l'AAD. Donc l'AAD, c'est un service Azure qui va vous permettre de gérer vos identités cloud. Ces identités cloud, elles peuvent être de 3 formes. La première chose, c'est qu'elles peuvent être issues de votre AAD. Donc c'est ce qu'on appelle des identités membres. Donc une identité membre, c'est une identité qui est issue de votre instance de l'AAD. Et qu'est-ce qu'une instance de l'AAD? On appelle ça un tenant. Donc un tenant, c'est une instance qui est dédiée à un client de l'AAD. Et chaque client de Microsoft a un tenant qui lui est attribué et qui est unique. C'est-à-dire que 2 clients ne peuvent pas avoir le même tenant. On a toujours, pour chaque client, un tenant unique. Et ce tenant, il est bien souvent représenté par un nom de domaine qui correspond par exemple au nom du client. Donc je vais l'appeler Toto, ce client, .onmicrosoft.com. Donc ici, ce tenant, toto.onmicrosoft.com, va contenir vos identités cloud. Ces identités cloud, elles peuvent être, première possibilité, membre. Dans ces cas-là, quand on dit qu'une identité cloud est membre, ça veut dire qu'elle est issue de mon tenant. Donc on va se retrouver avec une identité de type user@toto.onmicrosoft.com. Donc ça, c'est la première possibilité. Donc elle est issue de mon tenant, elle est aux couleurs de mon tenant. Deuxième possibilité, une identité peut être ce qu'on appelle synchronisée. C'est la deuxième possibilité. Donc une identité synchronisée, c'est une identité qui est en provenance de votre Active Directory on-premise. Donc chez Microsoft, pour représenter un domaine Active Directory, on représente très souvent ça par un triangle. Donc le triangle, chez Microsoft, c'est vraiment la représentation de vos identités Active Directory. Donc sur ma gauche, si vous voyez bien ce que je dessine, on va représenter un triangle qui correspond à votre Active Directory. Et il est partagé via une connexion réseau avec une liaison VPN ou ExpressRoute vers Azure. Donc sur ma gauche, j'ai votre Active Directory. Sur ma droite, j'ai votre AAD. Votre Active Directory, bien souvent, il est au nom de votre société. Donc par exemple, j'ai pris le nom de la société toto.com. Cet Active Directory toto.com va contenir des contrôleurs de domaine que je vais représenter par DC comme domaine contrôleur. Et dans ces contrôleurs de domaine, on va avoir des users, des groupes, des ordinateurs, et puis on pourrait me dire des GPO, des UO, mais on va dire que pour cette session, c'est pas trop utile de le savoir. Donc un contrôleur de domaine, c'est une version serveur de notre système d'exploitation. Donc Windows Server 2016-2019 peut devenir un contrôleur de domaine en ajoutant le rôle. Et l'intéressant, c'est que votre domaine toto.com a des utilisateurs, et donc un utilisateur, ça va être concrètement user@toto.com. Donc ça peut être votre email professionnel. Votre email professionnel, ça va être le nom de votre société en arrobas, et juste avant, il va y avoir votre nom d'utilisateur. Par exemple, philippe.payola@microsoft.com. Voilà, c'est un exemple. À partir de là, on se retrouve avec un domaine Active Directory, et ce domaine Active Directory a des contrôleurs de domaine. Plusieurs normalement.
Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une machine virtuelle. Et sur cette machine virtuelle, on va installer un produit qu'on appelle Azure AD Connect. Et ce produit, Azure AD Connect, lui, son rôle, ça va être de se connecter à mon contrôleur de domaine, de récupérer la liste des users et des groupes, et de transférer donc ces utilisateurs et groupes sélectionnés dans votre tenant AAD. Le truc avec mon beau schéma, c'est que vous allez me dire, tu nous vends du rêve. Pourquoi tu nous vends du rêve? Parce que ton tenant, il est en onmicrosoft.com et tu es en train de nous dire qu'on va pouvoir synchroniser des utilisateurs toto.com dans un tenant onmicrosoft.com. Et franchement, si vous me dites ça, vous auriez raison. Alors en soi, techniquement, c'est possible si on modifie l'UPN des utilisateurs. Mais ce qui va nous intéresser là, c'est pas vraiment ça. C'est qu'on va rester dans une logique un peu plus terre à terre. C'est-à-dire que dans le portail Azure, je vais aller dans l'Azure Active Directory. Alors là, vous voyez mon tenant qui est affiché, qui s'appelle filoucho06hotmail.onmicrosoft.com. Et dans ce tenant, je vais avoir des utilisateurs. Voilà, j'ai plusieurs utilisateurs. Et à partir de ces utilisateurs de ce tenant, eh ben, on voit qu'un utilisateur, il peut être synchronisé. Alors comment je vois qu'il est synchronisé? Parce que cet utilisateur-là, il a été synchronisé. Vous voyez que dans la colonne annuaire synchronisé, il est en oui. Alors d'ailleurs, je vais en profiter. Je vais un peu changer la langue. Je vais passer en mode anglais, si ça ne vous embête pas. Parce que je pense que tout le monde est à l'aise avec l'anglais. Donc ici, on se retrouve avec un tenant, avec un utilisateur synchronisé. Donc mon tenant, il est en hotmail.onmicrosoft.com. Et si je vais dans User, on voit que j'ai un utilisateur ici qui est Synchronize. OK. Sauf que cet utilisateur, il est censé être aux couleurs de mon tenant. Et ma question avant, c'était, OK, mais comment c'est possible de synchroniser un utilisateur en toto.com dans un tenant en onmicrosoft.com? Eh bien, comme le dit MapCloud sur le chat, il suffit d'aller dans Custom Domain Name au niveau de mon tenant, et dans Custom Domain Name, de rajouter, par exemple, le nom de domaine toto.com. Et en rajoutant le nom de domaine toto.com, qui doit déjà exister dans ma liste, c'est pour ça que je n'ai pas réussi à le rajouter, voilà, ici, et bien Microsoft va vous demander de rajouter un enregistrement DNS, donc soit TXT, soit Mail Exchanger, MX, avec ces informations. Et ensuite de cliquer sur le bouton Verify. Et quand vous ferez ça, si vous êtes bien le détenteur du nom de domaine toto.com, et bien alors vous allez pouvoir le valider auprès de votre tenant Azure Active Directory. Et donc au final, votre nom de domaine, il passera en statut Available, ici. Et donc on aura toto.com qui sera en Available, donc imaginez que lui, il passe en Available. Et donc quand vous synchroniserez vos utilisateurs depuis votre Active Directory on-premise en nom de domaine toto.com, et ben ils pourront être synchronisés avec leur propre identité dans votre tenant aux couleurs toto.com. Est-ce que pour tout le monde c'est clair jusque-là mon explication? Si vous pouvez répondre au moins dans le chat, ça me permettra de savoir un peu si je suis clair. Oui pour MapCloud, les autres? Ok. Donc globalement, j'ai plutôt des feedbacks positifs, je suis clair. Donc je vous ai dit que dans un tenant, vous aviez trois types d'identités. La troisième identité que vous pouvez avoir, ce n'est pas une identité synchronisée, ce n'est pas une identité membre. C'est une identité qu'on appelle guest. Et un guest, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle un invité. Donc un invité, c'est un utilisateur qui provient d'un autre tenant. C'est-à-dire que ici, je vais avoir un deuxième tenant pour un prestataire, par exemple une SS2I. Et ce prestataire va être embauché pour travailler avec le tenant de la société toto.com. C'est-à-dire il va travailler avec la société toto.com sur un sujet spécifique lié au cloud. Et pour pouvoir travailler
sur le système d'information de la société Toto.com, eh ben, il va pouvoir le faire via une invitation. C'est-à-dire qu'il va y avoir une personne chez Toto.com qui va inviter l'utilisateur à se joindre au tenant de toto.onmicrosoft.com. Ce qui va lui permettre après d'avoir accès à ce qu'on appelle un abonnement. Donc si tout le monde me suit, je résume. Le tenant, c'est la représentation des identités d'une entreprise dans le cloud Azure. Ce tenant, il est livré en onmicrosoft.com, mais vous pouvez lui adjoindre différents noms de domaine qui correspondent au nom de domaine de votre société. Dans ce tenant, on va retrouver 3 types d'identités. La première, c'est un utilisateur qui a été créé dans le tenant, donc qu'on appelle cloud natif ou membre. La deuxième possibilité, c'est un utilisateur qui est synchronisé depuis l'Active Directory on-premise. Et la troisième possibilité, c'est un utilisateur qui est invité, donc qui fait partie normalement d'une autre société, mais qui a été invité pour travailler sur votre système d'information qui est hébergé dans le cloud de Microsoft. Et justement, le tenant qui contient vos identités, il va toujours être rattaché, ce tenant, à un ou plusieurs abonnements, qu'on appelle en anglais une souscription. Donc une souscription, c'est un abonnement en français qui va contenir vos ressources cloud. Et ces ressources cloud, ça peut être typiquement des VM, ça peut être des bases de données SQL, ça peut être bien entendu un storage account, ça peut être de l'intelligence artificielle que vous allez retrouver. Bref, dans l'abonnement, vous allez retrouver vos ressources cloud. Et alors pourquoi je vous dis qu'un tenant est associé à un ou plusieurs abonnements? Parce que tout simplement les identités que vous allez mettre dans votre tenant vont avoir accès, si vous le souhaitez, aux abonnements qui sont détenus par votre société. Et donc votre société, elle a un abonnement. Cet abonnement, c'est une frontière d'administration et de facturation de vos ressources cloud. Plus vous créez des VM dans un abonnement, plus vous allez payer votre abonnement cher par rapport au nombre de VM ou au nombre de services pass. Mais pour accéder à ces VM, vous allez avoir besoin d'un système d'identité. Et ce système d'identité, c'est le tenant Azure Active Directory. Tout simplement. Est-ce que jusque-là, je suis clair pour tout le monde? Est-ce qu'il y a des questions dans le chat? Pas de questions dans le chat? Tout bon? Ok. Donc si maintenant on retourne sur mon tenant, donc sur mon instance de l'Azure Active Directory, on va aller dans User. Et dans User, regardez, on va se retrouver avec des users qui sont soit guest, donc qui ont été invités. Donc si par exemple je prends cet utilisateur, on voit que son email c'est azpassdemo@outlook.com et c'est un utilisateur qui a été invité, donc qui provient en règle générale d'un autre tenant. Donc un utilisateur peut être invité, un utilisateur peut être membre. Alors voilà un utilisateur membre. Concrètement, si je clique sur cet utilisateur, vous voyez que son compte d'utilisateur c'est testlivreapp@filuccio06hotmail.microsoft.com. Donc c'est un utilisateur qu'on appelle membre du tenant. Pourquoi? Parce qu'il a été créé dans mon tenant. Et justement, comment je crée un utilisateur dans mon tenant? Il suffit d'aller dans New User, de spécifier son nom. Par exemple, je vais prendre Bruce, donc je vais appeler Bruce L. Ça va être son login. Et puis derrière, je lui dis, voilà, cet utilisateur c'est Bruce L. Il va être membre de mon tenant. Donc il aura été créé au départ sur mon tenant. Et là, vous voyez, je ne peux le créer qu'avec ce nom de domaine associé, qui est celui de mon tenant. Si j'avais validé un autre nom de domaine, typiquement toto.com, je pourrais le créer aux couleurs toto.com, cet utilisateur. Je vous ai dit qu'un utilisateur pouvait être membre. Je vous ai dit qu'un utilisateur pouvait être invité. Typiquement, je peux inviter un utilisateur, Bruce, encore une fois. Imaginez que Bruce fait partie de la société toto.com. Je vais rentrer
son email brucel@toto.com, il recevra un email et il pourra se joindre à mon tenant. Et donc à partir de là, en étant joint à mon tenant, il va pouvoir accéder, si je le souhaite, à des ressources qui sont sur mes abonnements. Donc on a vu qu'un utilisateur pouvait être invité, un utilisateur pouvait être membre. Moi je les appelle cloud natifs, mais le vrai terme, vous voyez, c'est membre. Et moi je trouve que c'est plus clair de dire cloud natif. Ça veut dire qu'ils sont nativement, ils ont été créés dans mon tenant. Mais le vrai terme, c'est encore une fois membre. Et un utilisateur peut être synchronisé. Donc un utilisateur synchronisé, c'est un utilisateur au final qui est issu de mon domaine Active Directory on-premise. Je peux aussi grouper les opérations pour être un peu plus efficace dans mon provisionnement de mon tenant, dans le provisionnement de mon tenant. Par exemple, je peux dire, j'ai 100 utilisateurs à créer dans mon tenant. Et ben, je vais faire ce qu'on appelle un bulk create. Et là, basé sur un fichier CSV qui contient la liste de mes utilisateurs et leur email associé, et ben Azure va créer 100 utilisateurs dans mon tenant. Je peux aussi inviter de manière automatisée une centaine de personnes. Si j'ai 100 emails que je définis dans un fichier CSV, je vais à un instant T tous les inviter en faisant un bulk invite. Et enfin, je peux, si je le souhaite, automatiser la suppression de mes utilisateurs. Ce qui est important aussi, c'est qu'à tout moment, vous pouvez télécharger le fichier qui contient la liste de tous vos utilisateurs au format CSV en faisant un download user. Alors, Rachid nous dit, il sera authentifié, mais il n'aura pas forcément les autorisations sur tes ressources. Non, c'est du airbag pour le coup. Alors, tu as tout à fait raison. C'est-à-dire qu'un utilisateur qui est dans mon tenant n'a par défaut aucun accès à mes ressources Azure. Puisque le tenant, c'est mes identités, pour donner accès à mes ressources Azure, il faut qu'une identité dans le tenant, via le modèle airbag dont parle Rachid, ait accès à mes ressources dans mon abonnement Azure. Et là, ça me permet, Rachid, par rapport à ce que tu dis, de rentrer dans une autre logique. C'est-à-dire que globalement, ici, j'ai un abonnement Azure qui s'appelle le Mordor. Et dans cet abonnement Azure, si je clique dessus, on va retrouver des groupes de ressources. Voilà, vous avez plein de groupes de ressources. Et dans un groupe de ressources qui s'appelle RGDMoATT, j'ai une VM. Et là, le principe, c'est que si je veux donner accès à cette machine virtuelle qui s'appelle W2K19 à un utilisateur, il faut obligatoirement que cet utilisateur ait un compte dans mon tenant. Donc ça veut dire, comme le disait Rachid, qu'on va rentrer dans une logique de Access Control IAM basée sur le modèle airbag de Microsoft. Donc le principe, c'est que je vais sur la VM, je vais aller dans Access Control IAM, et là, je vais faire un Add Role Assignment. Et Microsoft propose ce qu'on appelle des rôles build-in. Alors les rôles build-in, c'est des rôles qui sont proposés par Microsoft, mis à jour par Microsoft, et qui répondent à un besoin bien particulier. Alors concrètement, c'est quoi les rôles build-in? Je vais avoir un rôle qui me permet de gérer tous les aspects réseau dans Azure. Je vais avoir un rôle qui me permet de gérer tout ce qui est machine virtuelle dans Azure. Ce rôle, dans Azure, ça va être Virtual Machine Administrator Login. Ce qui va permettre à la personne que je désignerai sous forme d'email dans cette procédure de pouvoir se loguer en tant qu'administrateur sur ma VM. Mais si, par exemple, je travaille en termes à l'équipe réseau dans mon entreprise, je vais pouvoir aller dans le réseau virtuel associé à ma VM. Dans le réseau virtuel, je vais aller dans Access Control IAM. Dans Access Control IAM, je vais faire un Add Role Assignment. Et là, je vais taper dans le champ de recherche tout ce qui est Network. Et vous le voyez, on a un rôle qui nous intéresse, qui est le Network Contributor. Le Network Contributor, c'est un rôle qui vous permet de travailler sur les ressources réseau dans le cloud Azure. Donc au final, Microsoft, ce que j'essaie de vous dire, c'est que Microsoft met à disposition des rôles prédéfinis en fonction de votre propre rôle en tant que salarié dans une entreprise. Par exemple, dans l'entreprise, vous allez travailler sur tous les aspects réseau
eh ben, vous serez peut-être Network Contributor. Mais si dans l'entreprise, vous êtes administrateur système Windows, eh ben, on vous donnera le rôle, encore une fois, qui concerne la gestion, donc le login, l'accès à votre VM, soit en tant que simple user, au travers du Virtual Machine User Login, soit en tant qu'administrateur, au travers du Virtual Machine Administrateur Login. Donc en fonction de votre job dans l'entreprise, vous allez avoir des rôles qui peuvent vous être attribués sur les ressources Azure. Et c'est le fameux modèle RBAC, Role Based Access Control. On va vous donner accès à une ressource cloud en fonction de votre rôle dans l'entreprise. Mais il y a certaines entreprises qui vont me dire, et moi Philippe, au final, dans tous les rôles qui sont définis par Microsoft, je ne retrouve pas un rôle qui concerne vraiment une équipe de ma société. Dans ces cas-là, vous allez pouvoir créer, regardez, vos propres rôles. C'est ce qu'on appelle des custom roles. Alors un custom role, c'est basé sur un fichier JSON et c'est un rôle qui est créé par l'administrateur et qui est personnalisé en fonction des besoins de votre entreprise. Par exemple, je vais créer un rôle qui s'appelle DSI Toto.com pour représenter la DSI de la société Toto.com. Et à partir de là, je vais travailler sur les permissions sur ce rôle custom. Donc concrètement, on va dire que dans ce rôle, il va faire partie de tout ce qui est les aspects réseau, donc Microsoft Network. Donc, par exemple, je vais lui dire qu'il est capable d'exécuter des appels API sur des zones privées DNS, de créer des applications gateway. Alors, une application gateway, c'est un reverse proxy qui travaille sur la couche 7, donc HTTP, HTTPS. Et voilà, je peux sélectionner un peu les droits. Par exemple, il peut aussi lire les règles WAF qui sont soumises à l'application gateway. Donc là, dans ce rôle, je vais commencer ce rôle custom, je vais commencer à créer des permissions. Et puis ensuite, je vais définir la portée du rôle. Alors la portée du rôle, c'est quoi? C'est-à-dire à quoi je vais pouvoir appliquer mon rôle. Est-ce que je peux l'appliquer au niveau d'un abonnement, au niveau d'un management group, au niveau d'un groupe de ressources ou au niveau d'une ressource seule? Donc le scope, c'est vraiment la portée du rôle. Et vous voyez, par défaut, ce rôle, il peut être appliqué au niveau d'un abonnement, donc au niveau du groupe de ressources et d'une ressource. Mais je pourrais très bien le créer au-dessus, le scope, c'est-à-dire pouvoir l'appliquer au niveau du management group. Et puis je vous ai dit qu'un rôle, c'était toujours un fichier JSON. Et bien le voici, le fichier JSON proposé par Microsoft. Et là, on voit le nom de mon rôle, le scope d'application à mon rôle, les permissions associées à ce rôle. Et une fois que j'ai fait ça, je fais un review and create et j'aurai mon custom role qui sera créé. Alors juste une question comme ça, peut-être vous savez ou pas, pourquoi c'est très délicat de gérer ce qu'on appelle des custom roles? Pourquoi on vous conseille plutôt de partir sur un built-in role qu'un custom role? Est-ce que quelqu'un sait dans la session? Maintenance difficile. Ouais, MapCloud, il a raison, une fois de plus. En fait, le principe d'un custom role, c'est que s'il y a un nouveau service Azure qui tombe, qui est sorti par Microsoft, par exemple une nouvelle fonctionnalité, eh ben le custom role ne sera pas mis à jour automatiquement. Ce qui veut dire que s'il y a un nouvel équipement réseau qui sort, par exemple, imaginez, on a un nouveau routeur qui s'appelle Azure Root Server, ARS, qui sort. Et ben, quand vous aviez créé votre rôle avant qu'il sorte, ce nouveau service, et ben, vous n'aviez pas la petite case concernant la gestion du root server, de l'ARS. Et quand le service est sorti, et ben, votre rôle n'a pas été mis à jour. Alors qu'avec un built-in, le rôle sera automatiquement mis à jour par Microsoft. Donc le rôle Network Contributor recevra l'accès et la mise à jour automatique pour pouvoir accéder à un Azure Root Server. Donc, dans quel cas on utilise un custom role? Quand on n'est pas satisfait des rôles built-in et quand on veut vraiment personnaliser l'accès à mon interface Azure et à ses ressources. Mais dans quel cas aussi il y a une contrainte vers le custom role? Tout simplement pour sa mise à jour quand il y a des nouveaux services Azure qui sortent. Voilà. Donc Grouna avait raison aussi.
Voilà ce que j'avais à vous dire sur le custom role. Donc, deux solutions, soit vous le créez en interface graphique, soit vous pouvez aussi le créer en PowerShell ou en Bash avec de l'Azure CLI. Et tout ça au travers, bien entendu, de votre fenêtre, si vous le souhaitez, Cloud Shell. Voilà pour la logique derrière les custom roles et les role build-in. Donc, par rapport à ce qui m'a été dit au début, on l'a compris, un tenant est toujours rattaché à un ou plusieurs abonnements Azure. Un abonnement Azure a toujours une référence à un tenant. Et ce tenant contient les identités qui vous permettront, via l'Access Control IAM, sur vos abonnements, de donner des droits à des utilisateurs ou à des groupes. Et ces utilisateurs et groupes sont soit synchronisés, soit cloud natifs, soit invités. Si déjà vous avez suivi tout ça, on a déjà bien avancé sur le sujet. Donc ça, c'est la logique Microsoft à avoir. À partir de là, on a vu les identités. On a vu qu'on pouvait donner accès à des identités depuis le tenant. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que dans le tenant, quand vous avez un utilisateur, par exemple, on va prendre cet utilisateur, donc philippe.payola@gmail.com, voilà, qui correspond à l'utilisateur qui est logué d'ailleurs sur mon tenant. Cet utilisateur, il peut avoir des rôles airback sur vos ressources Azure. Mais là où ça devient un peu plus compliqué, c'est qu'il peut avoir des rôles sur le tenant. Et donc au final, dans Azure, vous avez deux types de rôles. Vous avez les rôles sur le tenant et vous avez les rôles sur vos ressources Azure. Donc les rôles airback, quand on entend le mot-clé airback, on se dit c'est ressources Azure. Quand on parle de rôles sur le tenant, c'est des rôles qui vous permettent de gérer vos identités. Et donc, parmi tous les rôles proposés, il y a par exemple un rôle qui va gérer la facturation des logiciels, des licences que vous avez installées sur votre tenant. Parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'un tenant peut avoir des licences qui lui sont attribuées pour avoir des fonctionnalités supplémentaires. Concrètement, si je vais sur mon tenant, sur la gauche, je vais dans licences. Et là, vous le voyez, je vais pouvoir rajouter des licences pour rajouter des fonctionnalités supplémentaires à mon tenant. Par exemple, la licence Azure AD Premium P2 qui va me permettre d'accéder à des fonctionnalités supplémentaires comme par exemple Privilege Identity Management. Et comme ces licences sont payantes, eh ben, le fameux rôle dont je vous ai parlé va me permettre de gérer par exemple les licences liées à mon tenant. Donc si je prends un utilisateur et on retourne sur ce fameux utilisateur philippe.payola@gmail.com, si je vais dans licence sur la gauche, je vais pouvoir rajouter des licences. Et ce fameux utilisateur, dans Assigned Role, je vous ai parlé d'un rôle qui est Billing Administrator, mais en fait, il y a plein d'autres rôles à disposition. Par exemple, il y a le rôle Global Admin. Alors, pour être transparent avec vous, le Global Admin, c'est le plus haut niveau de rôle que vous pouvez avoir au niveau du tenant. Si on devait un peu le comparer, ça serait un peu comme l'admin du domaine dans un domaine Active Directory. Le Global Admin, il va vous permettre de gérer tous les aspects de votre tenant. Donc par exemple, il va vous permettre d'ajouter des utilisateurs, supprimer des utilisateurs, configurer la synchronisation avec votre réseau on-premise et le logiciel Azure AD Connect. Il va permettre aussi de publier des applications. Et justement, ça je vous en ai pas parlé, mais ce qu'on sait peu, c'est que l'Azure Active Directory ne sert pas qu'à gérer vos identités, il gère aussi la publication de vos applications. Donc là, pas de bol, il me faut un code. Donc hop, je vais me connecter à mon email Gmail et a priori, je devrais avoir reçu un code. C'est l'effet démo. Est-ce que j'ai un code arrivé? Pour l'instant, j'ai pas encore mon code. Ah si, je l'ai reçu. Donc là, vous voyez, pour des raisons de sécurité, comme je suis Global Admin, Microsoft me demande une authentification supplémentaire. Et ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas sur mon tenant? Tac, 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 tac. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Tout simplement, pourquoi ça ne marcherait pas? Le My Apps. Normalement, je devrais avoir accès à tous mes applicatifs. Alors à la limite, je vais utiliser un compte qui marche. Voilà, mon compte Microsoft. Et là, je devrais avoir accès
à mes applicatifs publiés sur mon tenant. Donc, si vous tapez dans votre navigateur l'URL myapps.microsoft.com, vous allez avoir accès à un certain nombre d'applications qui sont publiées au niveau de votre tenant. Et voici ces applications. Donc c'est un autre point à prendre en compte. On peut à tout moment avoir accès à des applicatifs qui sont publiés au niveau de mon tenant à destination de mes utilisateurs. Est-ce que ça va pour l'instant? Est-ce que les explications sont claires? Est-ce que vous avez des questions, messieurs, dames? Au niveau tenant, au niveau publication d'applicatifs, etc. C'est clair pour tout le monde? Ok. Donc là, on a vu la gestion des identités, on a vu qu'elle se faisait au travers d'un tenant, qu'on synchronisait des utilisateurs, qu'on pouvait publier des applications sur le tenant. Un autre concept à appréhender aussi, c'est que vos applicatifs qui sont publiés dans le tenant, pour qu'elles fonctionnent et pour qu'elles soient trustées par votre tenant et vos utilisateurs, on doit les inscrire dans votre tenant. Et pour les inscrire dans votre tenant, eh ben vous allez dans Enterprise Application et vous cliquez sur le bouton New Application. Et là, vous allez pouvoir inscrire votre applicatif, voilà, Create Your Own Application, dans votre tenant. Et en gros, quand on inscrit un applicatif dans mon tenant, eh ben en fait, ce que fait Azure, c'est qu'il va créer un compte de service qui représente cet applicatif. Et ce compte de service, on appelle ça un service principal. Et bien justement, tiens, tu vois, Christophe, je viens d'en parler. Je viens de voir ton message, mais voilà pour le service principal. Donc le service principal, c'est un compte d'applicatif qui représente dans le tenant votre applicatif. Et c'est un compte qui est managé par Microsoft. Donc au final, il a une durée de vie, il a un certificat associé, et ça va permettre, quand vous publiez votre applicatif, de le rendre accessible à vos utilisateurs. Alors après, on pourrait parler d'autres types d'identités, les identités managées, mais je pense que déjà, c'est pas mal tout ce qu'on a vu par rapport aux identités. Est-ce que vous avez des questions particulières sur tout ce qu'on a vu jusqu'à présent? Non? On est tout bon? A priori, pas de questions. Alors un autre point aussi à prendre en compte, c'est que si on prend les protocoles liés à votre Active Directory on-premise, historiquement, je ne sais pas s'il y a des admins dans la session, mais pour un Active Directory on-premise, pour y accéder avant, vos utilisateurs, etc., pour s'y connecter à votre Active Directory, ils utilisaient le protocole LDAP. Et pour s'authentifier dans votre Active Directory, globalement, ils avaient deux choix. Soit ils utilisaient Kerberos, soit ils utilisaient... Quelqu'un peut me dire? Donc Kerberos ou quelques lettres. C'était quoi? Un vieux protocole d'authentification qui est apparu, je crois, avec Windows NT ou Windows 2000. Ah, voilà. J'en ai un qui suit. NTLM. Ça, c'était les deux protocoles d'authentification qui vous permettaient d'accéder via des requêtes LDAP à votre Active Directory. Et bien, ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'Azure Active Directory, on n'utilise pas ni le concept de LDAP, ni le concept de Kerberos ou d'NTLM. Dans l'Active Directory, pour pouvoir accéder à votre Active Directory, déjà pour vous y connecter, vous allez au préalable passer par du HTTPS. Et puis une fois que vous êtes HTTPS, ouais c'est ça, une fois que vous êtes connecté, vous allez utiliser un protocole pour l'interroger. Alors par exemple, vous allez avoir du SAML, du WS Federation comme choix, ou vous allez pouvoir utiliser de l'OpenID Connect avec en supplément de l'OAuth, donc c'est en version 2 de mémoire, de l'OAuth pour tout ce qui est autorisation. Donc au final, vous avez trois protocoles qui vous permettent d'interagir avec votre annuaire Azure Active Directory. Le truc, c'est que cet annuaire, il peut très bien être fourni par un tiers. Et ce tiers, c'est qui? Ça peut être par exemple Google, comme ça peut être Facebook. Si je vais dans mon tenant, donc normalement là vous voyez tous mon autre écran, si je vais dans mon tenant et que je vais dans External Identity, je vais aller dans All Identity Provider et je vais pouvoir déléguer
l'authentification de mes utilisateurs à des tiers, type Facebook, type Google, ou alors utiliser le fameux protocole SAML ou WS Federation pour tout ce qui est identité et gestion des identités associées. Donc il ne faut pas croire que le tenant AAD va vous permettre de gérer tous les cas de figure. Vous pouvez très bien déléguer l'authentification de certains types d'utilisateurs pour certaines applications à des fournisseurs tiers. Encore une fois, type Google, Facebook, ou même ça peut être LinkedIn. Alors ça va être vachement utile par exemple quand on crée une web app. Quand on crée une web app, par défaut, elle a un accès anonyme. Donc, c'est-à-dire que n'importe qui connaît son IP public ou son nom de domaine peut y accéder. Et ben, on va pouvoir rajouter une surcouche d'authentification à la web app pour lui permettre d'être authentifié par des utilisateurs particuliers. Est-ce que c'est bon pour tout le monde sur ce principe? Sur le fait de déléguer la gestion des identités à un tiers. Vous êtes 26 à l'heure actuelle dans la session. Est-ce qu'il y a des questions, des points où j'aurais pas été très clair? A priori non, on est pas mal. Bah, si vous voulez, je peux peut-être vous faire une démo de l'ajout d'une surcouche d'authentification à une web app. C'est-à-dire on a une web app avec un accès anonyme et le principe c'est de lui rajouter une surcouche d'authentification et pour ce faire, pour ajouter cette surcouche d'authentification, eh ben, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser un service principal qui va représenter cette web app dans l'Azure Active Directory. Donc ça peut être intéressant de partir là-dessus. Donc non, pas d'apéro prévu tout de suite, Christophe. Attends un peu. Donc là, dans mon cas, je vais créer une web app. Donc je vais créer une web app que je vais appeler démo pp. Je vais prendre comme runtime, on peut prendre du PHP 8 par exemple. Et puis cette web app, bah, a priori, elle va tourner sur Linux. Et je vais mettre son service plan qui correspond, si je devais schématiser, à la puissance associée à ma web app et ses fonctionnalités. Donc le service plan, je vais le positionner aux États-Unis et on le voit, ce service plan, il va être, ça va être du P1, donc du premium pour de la production avec 3,5 gigaoctets de mémoire et tous ces services associés. Donc voilà, là la logique c'est je crée une web app tout simplement. Alors en général, ça prend 1 à 2 minutes à créer une web app. Et donc cette web app, vous allez voir que par défaut, elle va avoir un accès public. Donc pour rappel, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, une web app, c'est un service PaaS, donc c'est un service web. Donc c'est une application web ou un site web qui est hébergé par Microsoft et qui est aussi managé par Microsoft. C'est-à-dire que sur une web app, la logique, c'est de ne pas avoir à gérer le système d'exploitation. Alors on pourrait me répondre, oui, mais je peux faire du SSH sur la web app. Oui, c'est vrai, mais c'est très fermé. C'est très cloisonné. Oui, mais je peux faire aussi des commandes PowerShell sur la web app quand c'est du Windows. Oui, mais là aussi, vous êtes dans un environnement cloisonné et fermé. Donc la logique derrière tout ça, c'est quoi? C'est de vous dire que concrètement, la web app, c'est un service PaaS qui rend un grand service, à savoir d'héberger votre site web chez Microsoft au format managé. Et comme tout service Azure PaaS, par défaut, ce service a une IP publique et un nom de domaine qui lui est associé. Donc là, vous le voyez, ma web app est créée. Voilà le nom de domaine associé. Si je clique sur la web app, automatiquement, regardez, je me retrouve avec une web app fonctionnelle via un accès public. Et d'ailleurs, si dans le chat, je vous envoie le login, l'URL de ma web app, vous verrez que de chez vous, vous pouvez y accéder. À partir de là, imaginez que moi, en tant que client, je veuille rajouter une surcouche d'authentification à cette web app. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur la web app, je vais aller dans Authentication. Et là, dans Authentication, je vais lui rajouter un fournisseur d'identité pour casser cette logique de c'est anonyme pour accéder à ma web app. Je veux qu'en fait, ceux qui accéderont à ma web app aient un compte dans mon tenant, donc soit des utilisateurs de mon tenant déclarés. Donc là, je vais lui dire, vous voyez, par rapport à tous les fournisseurs d'identité, j'en ai pas mal, hein. J'ai Apple, Facebook, mais vous pouvez créer par exemple fournisseur d'identité basé sur votre compte LinkedIn, ça marcherait, ou basé sur l'OpenID Connect avec de l'OITH. Dans mon cas, je vais dire que c'est une application qui va être
authentifié dans mon tenant. Donc là, je vais nommer cette application et je vais l'appeler, regardez, Web App Demo Twitch. Et je vais la joindre, ce compte d'application, donc ce service principal, à mon tenant. Et je vais dire qu'à partir de maintenant, je ne veux plus d'accès anonyme, je veux que des accès authentifiés avec des utilisateurs de mon tenant. Et là, je fais un add. Et là, ce que fait Azure, c'est qu'il va prendre ma web app, il va en créer un compte de service dans mon tenant, et ça va lui permettre de demander un accès à ma web app, donc pour accéder à ma web app, de demander un compte d'utilisateur qui est déjà présent dans mon tenant. Et donc dans la logique, c'est que maintenant, si j'ouvre une fenêtre de navigation privée pour accéder à mon fameux site web, normalement il faut quelques secondes pour que ça soit effectif. J'espère que ça va vraiment prendre quelques secondes. Ici, au moment où je vais vouloir accéder à ma web app, et ben vous voyez maintenant que le nom de domaine me demande, au moment d'accéder au site web, un nom d'utilisateur et mot de passe qui correspond à un compte d'utilisateur dans mon tenant Azure Active Directory. Donc ça m'a permis, moi, de ne pas avoir à regarder le code source de la page, rajouter une surcouche d'authentification en code PHP, HTML, etc. Ça m'a permis juste d'accéder à ma web app avec un compte qui doit être au préalable déclaré dans mon tenant. Est-ce que c'est bon au niveau de l'utilité de se baser sur l'Azure Active Directory pour s'authentifier sur un service PaaS de Microsoft, et ce de manière très rapide et totalement transparente? Est-ce que ça va pour tout le monde? Oui? Ou tout le monde est parti à l'apéro? Ça marche aussi avec les comptes guest. J'ai une question là-dessus, bien entendu. Si ton compte guest a été invité dans ton tenant, et si tu donnes les droits à ce compte guest d'accéder à ton applicatif, sans aucun problème, bien entendu, tu pourras accéder à cette web app avec ton compte guest. Donc, important aussi de le savoir. Donc, on a vu les identités. S'il n'y a pas de questions sur les identités, ce que je vous propose, c'est de parler maintenant de tout ce qui est réseau virtuel dans la dernière demi-heure. Donc, on va parler réseau virtuel, on va parler subnet, NSG, NIC, etc. Donc, je vous propose de partir là-dessus, si ça va pour tout le monde. S'il n'y a pas de questions sur tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Non, pas de questions? Et bien, ce que je vous propose, donc, c'est de partir sur les réseaux virtuels. Donc, dans Azure, un VNet, un Virtual Network, c'est un espace d'adressage qui est défini dans une RFC, en l'occurrence la 1918, donc la Request for Comment. Donc, dans cette RFC, on va retrouver globalement plein de choses, mais on va retrouver 3 espaces d'adressage qui ne sont pas accessibles directement depuis Internet, ce qu'on appelle les espaces d'adressage non routables. Donc le premier espace d'adressage, ça va être tout ce qui est 192.168. Deuxième espace d'adressage, 10.0. Troisième espace d'adressage, 172.16. Bon, après, on pourra me parler de masse de sous-réseau, etc., mais ce n'est pas l'objectif de cette session de révision. Donc on a ces 3 espaces d'adressage qui peuvent être définis dans un VNet. Alors il faut savoir que depuis quelques semaines, Microsoft vous propose aussi d'intégrer dans un VNet votre propre espace d'adressage. Donc si vous avez un espace d'adressage public dans votre réseau on-premise, vous pouvez le transposer dans Azure. Mais on va dire que ce n'est pas l'objectif de cette session. Donc un même VNet, et je dis bien un même VNet, peut contenir ces 3 espaces d'adressage. Très souvent, on pense qu'un VNet égale un espace d'adressage. C'est faux. Un VNet peut avoir ces 3 espaces d'adressage qui lui sont ajoutés. Et moi, je compare souvent un VNet à une pizza. Quand vous achetez une pizza, au final, vous n'allez pas manger la pizza sans l'avoir découpée au préalable. Et bien pour un VNet, c'est exactement le même principe. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai mon VNet, je vais le compartimenter en plusieurs subnets.
Donc chaque part de ma pizza correspond à une partie de mon VNet. Moralité, si j'ai un VNet en 10.0.0.0/24, je vais pouvoir soit créer un subnet qui prend l'intégralité de l'espace d'adressage de mon VNet en /24, soit je vais dire, bah moi je ne veux pas prendre l'intégralité, je vais prendre le premier subnet en /25 et je vais créer un autre subnet en /25 aussi. Donc on voit au final qu'un subnet est tout ou partie d'un VNet. Donc je peux soit créer un subnet qui correspond à l'intégralité du VNet, soit compartimenter mon VNet en plusieurs subnets. Un autre point à connaître pour l'assertif, c'est qu'à tout moment, vous pouvez changer l'espace d'adressage d'un VNet. C'est-à-dire que un VNet, lui, s'il est en /24, eh ben je peux très bien, à n'importe quel moment, arriver et le passer en /23 pour rajouter un certain nombre d'adresses IP associées. Par contre, le subnet, on peut modifier sa taille jusqu'au moment où vous avez intégré une ressource en son sein. C'est-à-dire que dès l'instant où vous mettez une ressource dans un subnet, on ne peut plus modifier sa taille, ni en plus ni en moins. Donc un VNet, on peut modifier sa taille à tout moment, jusqu'à une certaine limite, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas réduire la taille d'un VNet en dessous de la taille d'un de ses subnets. Donc par exemple, si j'ai un VNet en /24 et en subnet en /24, ben, je ne vais pas modifier la taille du VNet pour du /25. Ça ne marchera pas, puisque j'ai un subnet en /24 qui est plus grand. Et l'inverse est vrai, on peut modifier la taille en plus grand d'un VNet. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit, de /24, je peux passer en /23. Pour un subnet, on va pouvoir aussi réduire la taille d'un subnet ou augmenter la taille d'un subnet en restant dans la limite de l'espace d'adressage du VNet. Le seul point, c'est que dès l'instant où il y a une ressource dans un subnet, on ne peut plus modifier sa taille. Et en termes de ressources, ce que vous allez très souvent retrouver dans un subnet, c'est ce qu'on appelle une NIC. Une NIC, c'est une Network Interface Card. Une Network Interface Card, c'est une carte réseau qui va contenir obligatoirement une IP privée, mais facultativement une IP publique. Donc une NIC, c'est une carte réseau, et cette carte réseau, elle est bien souvent associée à une machine virtuelle. Alors, est-ce qu'une question de certif peut être de calculer la plage d'IP disponible à partir du CIDR et du masque? Non, Thomas, c'est pas vraiment ce qu'on va vous demander. Par contre, une question de certif pourrait être: j'ai un subnet sur lequel je ne peux pas modifier sa taille. Pourquoi? Pourquoi c'est grisé? Et une des réponses pourrait être, en fait, il y a déjà des NIC à l'intérieur de ce subnet. Donc, on a une NIC avec une IP privée obligatoire et une IP publique facultative. Cette NIC, au final, elle va être bien souvent associée à une VM. Donc la VM a toujours une NIC. Une VM, une machine virtuelle dans Azure sans NIC, ça n'existe pas. Et cette VM, elle a une NIC qui est donc avec une IP privée de manière obligatoire et une IP publique de manière facultative. Donc ça veut dire qu'une VM a toujours une IP privée dans Azure, mais pas toujours une IP publique. Cette NIC, elle va avoir une adresse IP publique ou privée, et ces adresses IP peuvent être, au final, soit dynamiques, soit statiques. Donc une adresse IP privée dynamique risque de changer quand vous allez redémarrer la VM. Une adresse IP publique dynamique risque de redémarrer là aussi, de changer, quand vous allez redémarrer la VM. Donc on est dans une logique de l'adressage public ou l'adressage privé peut être soit dynamique, soit statique. C'est vous qui décidez. Les adresses IP privées sont toujours gratuites dans Azure, les adresses IP publiques sont payantes. Alors le prix, je ne peux pas vous le donner parce que ça dépend des régions, mais globalement, on est de l'ordre de 1 € l'adresse IP publique, de mémoire. Bon, ça n'a pas grand intérêt pour le passage de l'assertif, mais c'est quand même à savoir.
Donc la NIC a une IP privée et une IP publique facultative. Elle est rattachée à une VM et la NIC est elle-même jointe à un subnet. Donc ça veut dire que si mon subnet il est en 10.0.0.0/24, bah, ça veut dire que ma NIC, si c'est la première de ce subnet, elle va être en 10.0.0.4. On ne peut pas prendre les 3 premières IP d'un subnet, 1, 2, 3. Elles sont dédiées, elles sont réservées par Microsoft à tout ce qui est gestion DNS, donc résolution DNS, et tout ce qui est gestion des passerelles. Donc toute la couche réseau, toute la couche IPAM dans Azure est dévolue, encore une fois, à Microsoft. Donc ne vous amusez pas à vous connecter à une machine virtuelle en RDP ou en SSH et à changer son adresse IP. Vous allez avoir de grosses surprises. Donc vous avez la première IP, la deuxième IP et la troisième IP qui sont prises par Microsoft. Après, pour rentrer dans les détails, vous avez aussi la 255 par exemple, qui est l'adresse IP de broadcast, qui est elle aussi prise par Microsoft. Donc au final, vous avez 5 IP qui sont gérées par Microsoft et que vous ne pouvez pas utiliser dans vos réseaux virtuels et dans vos subnets. Donc ça veut dire que si je crée une VM dans encore une fois du 10.0.0.0/24, et ben votre VM, elle va avoir une IP en 10.0.0.4, la première VM, obligatoirement. La 1, 2, 3 n'est pas disponible. Le truc, c'est que ce qu'il faut savoir, c'est que les subnets entre eux, par défaut, peuvent communiquer. Donc on va avoir des communications en entrant et en sortant qui sont autorisées dans les subnets. Alors pourquoi elles sont autorisées, ces communications? Pour 2 raisons. La première, c'est que les routes sont automatiquement propagées dans les subnets au travers d'un système qu'on appelle les systèmes routes. Donc les systèmes routes dans les subnets, c'est tout simplement la possibilité qui vous est offerte par Microsoft Azure de gérer les nouveaux subnets qui seraient créés dans votre réseau virtuel. Et ces nouveaux subnets pourraient automatiquement accéder aux autres subnets. Donc il y a une propagation des routes qui est faite de manière automatisée. Si maintenant je switch d'écran, je vous envoie la doc pour vous référer à tout ça, mais vous avez certaines routes, voilà, qui sont automatiquement propagées au travers des différents subnets et qui vont permettre à tout nouveau subnet d'un VNet de pouvoir communiquer avec les autres subnets de ce VNet. Donc la première raison qui fait que les subnets peuvent se communiquer, c'est qu'il y a des routes qui sont automatiquement gérées par Microsoft et que vous ne pouvez pas modifier. C'est géré par Azure et vous n'y avez pas accès au système route. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose à connaître, c'est que concrètement, si on retourne sur mon schéma, entre les subnets, il n'y a pas de firewall. Et si vous voulez filtrer les flux, il va falloir que vous intégriez au subnet ou aux cartes réseau de votre VM ce qu'on appelle un NSG. Le NSG, le Network Security Group, c'est un firewall qui va être attribué à une carte réseau. Et ce firewall va filtrer les flux entrant et sortant. Mais quand je vous dis que le NSG est attribué à une NIC, c'est vrai, mais le NSG peut aussi être attribué à un subnet. Et dans ces cas-là, il va filtrer les communications entre les différents subnets et entre les subnets et les réseaux distants, que ça soit Internet ou que ça soit une liaison VPN ou ExpressRoute. Donc le NSG, c'est un firewall qui peut être soit associé à une NIC, et dans ces cas-là, il va protéger l'IP privé et l'IP public de votre VM, soit associé en même temps, parce que c'est un et ou un ou, à un subnet ou à plusieurs subnets. La seule limitation au niveau des NSG, c'est que le NSG doit être dans la même région que les ressources à protéger. Donc si vous avez un VNet qui est en North Europe, il faut obligatoirement créer un NSG en North Europe pour pouvoir le protéger. Est-ce que je suis clair jusque-là? Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions particulières? Tout est bon? Ok. Donc le NSG, là, si moi je vous faisais une petite démo, parce que
Ça fait pas mal de temps que je parle, mais il n'y a pas eu de démo là. Si on prend un réseau virtuel, par exemple mon réseau virtuel qui s'appelle VNet Demo, si maintenant je vais tout en bas de ce réseau virtuel dans Diagramme, je vais avoir ici qui va m'être généré automatiquement par Azure un diagramme réseau de ce VNet. Donc là, qu'est-ce qu'on voit dans ce VNet? On voit que ce VNet, il a 3 subnets. Production, Bastion et Firewall Subnet. Et que dans le subnet production, j'ai une NIC qui s'appelle myNIC69ppdemo et que cette NIC est rattachée à ma VM, à mon IP public, donc ça veut dire que ma VM a une IP publique, et bien entendu à mon NSG. Vous le voyez sur l'écran. Si je vérifie mes dires, on va dans Subnet, on voit qu'il y a bien 3 subnets, production Azure Bastion, Azure Firewall. On va dans Address Space et on voit que mon Address Space il est en 10.0.0/16. Alors justement tout à l'heure je vous disais qu'un même VNet pouvait avoir plusieurs espaces d'adressage. Regardez la preuve. Je vais lui rajouter un deuxième espace d'adressage en 192.168.0.0/24. Et automatiquement, il va pouvoir après se voir attribuer des subnets en 192.168.0.0/24. Donc on a 3 subnets et 2 espaces d'adressage associés à mon réseau virtuel. Et si on retourne dans Diagramme, on se rend compte que j'ai une carte réseau, une NIC, que cette NIC, elle a une IP privée et une IP publique. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Donc si maintenant je vais dans IP Configuration sur ma NIC, on va retrouver ma NIC avec son IP privée qui est définie comme vous le voyez en dynamique. Alors ma NIC est en primary, ça veut dire globalement le statut primary, il rentre en compte dans tout ce qui est routage, mais pour résumer, toute VM Azure a obligatoirement une NIC primary. Et pourquoi? Parce qu'une VM peut avoir plusieurs NIC. Elle peut avoir par exemple 200 NIC. Donc 200 adresses IP différentes. Mais il y aura toujours une NIC primary. Mais sans rentrer dans les détails, cette NIC primary, elle va surtout servir pour tout ce qui est routage à la fin, pour avoir le dernier mot. Ici donc on voit que ma VM a une IP privée et une IP publique. Si je clique dessus, je peux rendre statique ici mon IP privé. Et si je veux travailler sur mon IP publique, je ne vais pas pouvoir la rendre statique ici. Il va falloir que j'aille dans le groupe de ressources qui contient mon IP public. Donc là, je vais aller dans RGDemo ATT. Et dans RGDemo ATT, je vais avoir un groupe de ressources qui contient une IP publique qui est ici. Là voilà mon IP public. En cliquant sur cette IP publique, je vais pouvoir aller dans Configuration. Et dans Configuration, regardez, je vais pouvoir la rendre statique. Qui dit statique veut dire que quand je redémarrerai la VM ou quand je l'arrêterai, puis que je l'allumerai peut-être une semaine plus tard, je suis sûr d'avoir toujours la même IP publique associée. Un autre point aussi, rien ne vous empêche, si vous voulez laisser en dynamique votre IP publique, de lui associer un DNS géré par Microsoft, qu'on voit ici. Ce qui va vous permettre, par rapport à cette machine, d'avoir une logique de dire, même si je redémarre ma machine et que son IP public change, je pourrai quand même y accéder via son nom DNS que j'aurai défini ici. Donc on a vu l'IP public, on a vu l'IP privé, on a vu le VNet, on a vu ses subnets, on a vu qu'un VNet pouvait avoir plusieurs espaces d'adressage, qu'il était toujours compartimenté en plusieurs subnets, que chaque subnet accueillait une NIC, qu'une NIC pouvait être attachée à un NSG ou pouvait ne pas être attachée à un NSG. Dans ces cas-là, c'est surtout le firewall du système d'exploitation qui va marcher. C'est-à-dire que si je ne mets pas de NSG à la carte réseau de ma VM, qu'est-ce qui va protéger l'accès à ma VM? Tout simplement son firewall. Donc sur du Windows, ça va être Windows avec les pare-feux fonctions avancées, et sur du Linux, ça va être l'IP table. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à tout ce qu'on a vu? Non, pour l'instant, pas de questions.
OK. Donc, on a vu les VNet, on a vu les subnets, encore une fois. On a vu comment récupérer le diagramme. Alors, ce que je ne vous ai pas dit sur le diagramme, c'est que vous pouvez en plus le télécharger. Comme ça, si vous êtes architecte réseau, bah, ça va vous permettre de vous référer à la réalité de ce qui est vraiment déployé dans le cloud public Azure. On a vu le NSG aussi. Donc le NSG, on va terminer là-dessus rapidement. Donc le NSG, je vous ai dit que c'était un firewall qui chiffrait les flux entrants et sortants. Et bien ici, si on regarde les flux entrants, on va se retrouver avec 3 règles par défaut qui sont associées aux flux entrants d'un NSG. La première règle par défaut, elle dit que toutes les communications au sein d'un VNet sont autorisées entre les subnets. C'est la 65 000. Et c'est logique, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Deuxième règle par défaut, elle dit qu'un load balancer Microsoft Azure doit pouvoir accéder aux VM qui sont dans un subnet. C'est logique, c'est un peu le principe d'un load balancer. Et la troisième règle par défaut, elle dit qu'on refuse tout. Et chaque règle a une priorité. Donc la première chose à savoir, c'est que les règles par défaut, vous ne pouvez pas les supprimer. Par contre, vous pouvez créer des règles avec des priorités plus hautes, donc un chiffre plus bas, pour justement prendre le pas sur les règles par défaut. Parce que si je reste là-dessus, sur cette règle-là, ça veut dire que pour l'instant, par défaut, rien ne va passer si vous êtes en dehors du subnet. Donc tous les flux qui viendraient d'Internet ne pourraient pas accéder à ma VM, puisqu'il y a cette règle-là. Donc il va falloir que je crée une règle supplémentaire pour autoriser ce flux. Et si par exemple ma VM était basée sur un serveur web, eh ben, il faudrait que je lui dise que en entrant depuis un flux Internet, avec comme destination le port 80 sur du TCP, eh ben, j'autorise le flux. Et donc là, par exemple, je vais l'appeler flux web. Et à partir de là, ma VM, si elle a une connexion sur le port 80, eh ben, elle acceptera de répondre à cette connexion. Donc ça, c'est pour les flux entrants. Pour les flux sortants, on va retrouver 2 règles par défaut qu'on a déjà vues, celle-ci et celle-ci. On a une nouvelle règle, mais qui rentre dans la logique de tout ce que je vous ai expliqué jusqu'à présent. Cette règle, elle dit quoi? Elle dit que le trafic sortant sur une VM Azure est autorisé vers Internet. Ça veut dire concrètement que si vous lancez un navigateur sur une VM Azure et que vous tapez google.fr ou bing.com comme moteur de recherche, vous allez pouvoir vous connecter à Internet. Et donc si vous voulez empêcher ça, il va falloir créer une règle qui limite ça. Je vous ai dit qu'un NSG, pour terminer, pouvait se placer soit au niveau d'une carte réseau, et vous voyez, c'est exactement le fonctionnement de mon NSG. Il a été attaché à une carte réseau et donc il protège son IP public et son IP privé. Et puis je vous ai dit qu'un NSG pouvait être en même temps associé à un subnet. Et là, si je souhaite, je peux associer mon NSG au niveau d'un subnet. Et dans ces cas-là, il va protéger les communications en provenance de l'extérieur de ce subnet vers ce subnet en entrant et en sortant en fonction de ce que j'ai défini. Si jamais vous avez trop de règles de NSG à gérer, c'est un peu ce que dit Christophe dans le chat. Je commence à avoir plein de règles partout et au final, je ne sais pas ce qui s'applique sur mon NSG. Et ben, vous avez en bas à gauche, sur le NSG, ce qu'on appelle les Effective Security Rules. Le principe des Effective Security Rules, c'est que ça va vous permettre automatiquement de calculer les règles qui s'appliquent sur votre NSG. C'est-à-dire que Azure va réfléchir pour vous en fonction des priorités des règles, en fonction des règles qui disent du deny, d'autres qui disent du allow, et va vous fournir un tableau de OK, voilà les règles qui s'appliquent au final. Ce qui va vous diminuer votre charge mentale pour gérer toutes vos règles réseau. Un dernier point avant de terminer cette session, que vous devriez connaître pour l'assertif, c'est ce qu'on appelle les NSG Flowlog. Le principe des NSG Flowlog, c'est que vous allez pouvoir à tout moment visualiser les logs des flux entrants et sortants sur votre NSG. Ça nécessite de mapper mon NSG à un storage account, donc un compte de stockage, et de définir une rétention pour vos logs, mais ça peut être bien pratique parce que par défaut, vous n'aurez aucune trace de ce qui transite
dans des logs. Il faut que vous-même vous les activiez. Alors, cette session d'aujourd'hui est terminée. Je vais vous demander de donner votre feedback. Alors, je vais vous le demander de deux manières. Premièrement, pour ceux qui se sont inscrits à cette session, vous allez recevoir un mail aujourd'hui ou demain pour vous donner la possibilité de donner votre feedback de manière anonyme sur cette session. Donc ça, c'est la première possibilité. Et si vous n'étiez pas inscrit et que vous êtes connecté, parce que je crois qu'on est monté jusqu'à une trentaine de participants, et ben vous avez dans le chat un lien donc, qui s'appelle aka.ms/twitch-certif. Donc si vous allez sur votre navigateur, vous tapez aka.ms/twitch-certif et vous allez pouvoir répondre à ce questionnaire de manière anonyme. Et moi, ça va me permettre de m'améliorer sur les éventuelles prochaines sessions, parce que peut-être que si les feedbacks sont mauvais, c'est que peut-être j'ai mal choisi le sujet. Et surtout, ça va me permettre aussi de savoir ce qui peut être amélioré au final. Pour accéder à une VM depuis Internet, il faut un VNet. En fait, pour accéder à une VM depuis Internet, c'est pas une question noob, mais il va falloir un VNet, un subnet. Dans ce subnet, une NIC. Et dans cette NIC, il va y avoir, bien entendu, l'IP public de ta VM. Donc, pour accéder à une VM depuis Internet, il va falloir au final une IP publique qui est rattachée à une NIC, qui est elle-même rattachée à un subnet. Et il va falloir un NSG qui, par défaut, ne laisse pas accéder depuis Internet vos utilisateurs à votre VM qui est dans Azure. Donc, il va falloir que tu crées une règle pour le permettre. Effectivement, comme dit Christophe, il faut obligatoirement un VNet pour créer une VM dans Azure. Vous ne pouvez pas créer de VM dans Azure sans VNet, sans subnet, sans NIC. Voilà, donc n'hésitez pas à remplir le questionnaire d'enquête. Vraiment, prenez 5 minutes. Je ne sais pas combien il reste de personnes dans la session. Vous êtes pour la fin de cette session 22. Donc j'espère que ça vous a plu. On a passé 1h30 ensemble. Et puis si vous avez envie de prochaines sessions pour réviser l'assertif sur les différents sujets, donc on m'a parlé de backup, je vous propose que la prochaine session, ça soit sur le backup dans la Z104. Il ne faut pas hésiter à me le mentionner dans les commentaires. Et puis, que vous dire d'autre? J'ai enregistré la session, donc normalement, je vais diffuser cette session en replay sur ma chaîne YouTube, ce qui vous permettra de revoir certains sujets. Voilà, je vous souhaite à toutes et tous une bonne soirée. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à me suivre que j'en ai eu à vous donner cette petite session de révision à l'assertif Microsoft. Et puis je vous dis à bientôt. Salut!